Benedetti et William P, je voudrais vous faire réagir sur cet acte 12. Vos impressions? En fait, cet acte 12 ressemble un peu à ce qu'on avait vécu au début, entre l'acte 2 et l'acte 3, ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire qu'en fait, on a un retour de la violence, alors qu'on avait plutôt un mouvement lors de l'acte 10 et de l'acte 11 qui s'était plutôt organisé. On a un retour semblant de casseurs, alors que le gouvernement, cette semaine, a repris la proposition de loi du Sénat pour remettre en place, justement, pour lutter contre les casseurs. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à le faire? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu aux crises françaises. Il y a 4 crises françaises qui frappent la France. Une crise sociale, comme l'a découvert Marcel Gauchet dans les années 90, une crise territoriale, comme l'a dénoncé Christophe Guilluy, une crise identitaire et une impuissance de l'État qui est attaquée par le bas avec les collectivités territoriales et par le haut, par l'Union européenne. Et tant qu'Emmanuel Macron ne propose pas un changement de paradigme à la fois en France et dans l'Union européenne, il ne pourra pas répondre à cette crise, ce qu'il refuse de faire depuis plusieurs semaines, hormis à un moment, lors de ces... Vous dites un changement de paradigme... De changement de politique, lequel, en fait, on a un paradigme plutôt qui est ordolibéral allemand. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, la France et l'Allemagne avaient à peu près la même puissance, à partir de la construction européenne jusqu'aux années 90. Mais avec la réunification allemande, avec la population allemande qui dépasse la France de 20 millions de personnes, un PIB qui est différent de 50%, il n'y a plus du tout le même rapport de force. Donc c'est l'Allemagne qui a mis en place une politique plutôt libérale, qui est plutôt pour la concurrence, alors que nous, on est plutôt un État centralisateur, colbertiste, de tradition, basé sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Et on ne peut plus le faire avec 2 exemples en tête. C'est-à-dire la baisse des prélèvements obligatoires pour les plus élevés, ce qu'a fait Emmanuel Macron au début de son quinquennat, et également la suppression du commissariat au plan au début des années 2000, qui permettait de lutter contre les disparités territoriales. Arnaud Benedetti, vous partagez cet avis Écoutez, ce qui me semble aujourd'hui avec cet acte 12, c'est qu'il démontre qu'on est dans une espèce de bataille de communication entre le gouvernement et les Gilets jaunes. Les uns et les autres s'arc-boutant sur leur position. On voit bien que aujourd'hui toute la difficulté pour les Gilets jaunes, c'est quand même de parvenir à maintenir la force de la récurrence de leur mobilisation. L'acte 12, c'est long, ça fait maintenant 3 mois que cette mobilisation s'est inscrite dans le paysage, donc il faut réussir à mobiliser quantitativement sur le terrain. C'est ce qu'ils essayent de faire à la fois à Paris et en province. Il est encore un peu tôt pour commenter les chiffres parce que on est en milieu d'après-midi. Il en demeure pas moins que la manifestation parisienne semble avoir mobilisé peut-être un peu plus que la semaine dernière. Il reste à attendre les remontées des chiffres de province. Bon, c'est à peu près identique. Je crois que c'est à peu près identique. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à soutenir la tension, c'est-à-dire que leur mobilisation soit toujours plus innovante. Et on voit que cette semaine, ils ont plutôt essayé de mettre en avant justement les victimes des violences policières et les blessés qui ont pu, émailler un certain nombre de ces actes. Et la réponse du gouvernement, c'est la réponse d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'offrir un débat national dont tout l'objectif consiste à canaliser finalement cette éruption sur le terrain et faire en sorte que finalement le débat national étouffe un peu, asphyxie un peu les Gilets jaunes. On voit qu'on est aujourd'hui dans ce débat-là. Que vous réagissiez, vous parliez de cette guerre de communication entre, on a les Gilets jaunes et puis on a le gouvernement, les sorties aussi, les phrases que l'on a entendues de la part d'Emmanuel Macron, puis les phrases aussi du côté des Gilets jaunes. Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est finalement aujourd'hui de parvenir à décorréler le soutien de l'opinion publique du mouvement. Parce qu'en fait, le mouvement, ce n'est pas tant sa mobilisation quantitative sur le terrain qui aujourd'hui pose problème finalement au gouvernement, même si ça pose des problèmes d'ordre public manifestement, mais c'est surtout que c'est un mouvement qui, depuis maintenant 3 mois, ce qui est quand même assez inédit dans l'histoire des mobilisations sociales de ces dernières années, un mouvement qui dure à la fois aussi longtemps et qui puisse disposer d'un soutien aussi fort dans l'opinion publique. Donc tout l'enjeu pour le gouvernement est de parvenir à décorréler finalement ce soutien de l'opinion publique aux Gilets jaunes. Il est clair que les images qui sont des images de désordre, de conflits de rue, de violence, sont des images qui peuvent en tout cas être exploitées par le gouvernement pour quelque part faire en sorte d'atteindre cet objectif. En tout cas, on voit qu'en tout cas toute la stratégie du gouvernement depuis maintenant quelques semaines est de faire monter l'enjeu d'ordre public et de faire en sorte que cet enjeu d'ordre public puisse
ramener un certain nombre de pans de l'opinion publique, notamment celle qui est légitimiste, égaliste, plutôt conservatrice, venir soutenir le gouvernement et quelque part ne plus soutenir les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, l'enjeu, c'est de parvenir à maintenir ce soutien. C'est toute la difficulté à laquelle ils sont aujourd'hui confrontés, même si on voit que les études d'opinion ont plutôt montré ces derniers temps, malgré un petit infléchissement, qu'ils continuaient à disposer d'un fort soutien de la part de l'opinion publique, notamment dans les classes populaires et dans les classes moyennes. En fait, si vous voulez, dans une bataille d'opinion, en général, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et les soupçons de violences policières. Et alors, justement, la sur question, l'opinion publique, l'impact. La question aujourd'hui, c'est de savoir si finalement les soupçons, comme vous dites, de violences policières peuvent, in fine, quelque part, renforcer le soutien de l'opinion publique à ce mouvement. Il y a quand même, il ne faut pas le négliger, dans une grande partie de la société française, une volonté quand même de fermeté et d'ordre. Et ça, c'est un élément qui ne joue pas forcément en faveur des Gilets jaunes. Et on voit d'ailleurs, encore une fois, depuis quelques semaines, que si Emmanuel Macron est parvenu à regrignoter un certain nombre de points de confiance, c'est plutôt dans cette part, justement, de l'opinion publique qui est très attachée à l'ordre public. Vous parlez de cette guerre de communication, opération séduction pour conquérir finalement l'opinion publique. William T, qui va gagner justement cette bataille? Pour poursuivre ce que vous avez dit, moi je pense qu'en fait il y a deux facteurs de légitimité. Les Gilets jaunes s'appuient sur l'opinion publique, avec des sondages plutôt constants, hormis un petit infléchissement après les annonces du 10 décembre. Et le président de la République et le gouvernement s'appuient sur l'élection présidentielle et l'élection législative. Aujourd'hui, il y a une crise. En fait, c'est à peu près la même crise qu'on assistait en mai 68. Et la seule arme à la disposition du gouvernement, il en a plusieurs. Il a le référendum pour savoir est-ce que sa politique peut être continuée et la dissolution. En fait, tant que le gouvernement ne change pas de cap et souhaite continuer ses réformes économiques et sociales, notamment l'assurance chômage, la réforme des retraites et la réforme constitutionnelle, il a besoin de nouveaux facteurs de légitimité. Alors, tout à l'heure, justement, avec d'autres invités, c'est la question que je posais. Jusqu'où ça va nous mener? Parce qu'on voit, là, ça fait près de 3 mois de mobilisation avec une fracture, on a l'impression, qui devient de plus en plus forte entre, d'un côté, cette France, celle des Gilets jaunes, si on peut parler ainsi, et puis les autorités qui prônent des réformes, qui promettent des solutions. Mais vous parlez donc de référendum, de dissolution. En fait, je pense que ce serait la solution optimale, mais je pense que cette crise des Gilets jaunes, elle peut conduire à cette situation. Je pense que le gouvernement, avec l'apparition de la liste des Gilets jaunes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenir jusqu'aux élections européennes, ils vont laisser la situation s'enliser, et ils vont dire globalement, ils espèrent arriver en tête des élections européennes pour dire regardez, le peuple français soutient la liste LREM et c'est pour ça que on va poursuivre là-dessus. C'est blessé et c'est un intervenant des Street Medics qui affirme que c'est un lanceur de balles de défense qui a donc provoqué l'incident. Sur cette polémique-là, encore une fois, la posture du ministère de l'Intérieur qui campe sur ses positions. Pas question de renoncer à l'usage du LBD. Le Conseil d'État, évidemment, a rejeté la demande de suspension des syndicats et puis des associations de défense des droits de l'homme. On voit très bien que le gouvernement est dans un sillon indéniablement de fermeté quant à tout ce qui touche à la question de l'ordre public. Et il l'est déjà depuis le début du mouvement, mais que sur ce plan-là, il ne veut pas céder parce qu'il considère vraisemblablement que c'est peut-être l'un de ses meilleurs leviers, vraisemblablement, pour essayer de reconquérir l'opinion publique perdue. Donc là-dessus, on est face à un gouvernement qui tient quelque part sa ligne et qui considère que finalement les violences qui peuvent éventuellement être provoquées le week-end après week-end sont des violences qui finalement sur le fond délégitiment le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, c'est cette perception qu'a le gouvernement aujourd'hui de cette séquence. Ce qui est clair, il y a quand même le poids des images, on le voit ici. Le poids des images. Alors, les brigades avec armée, ce qui a changé, ce qui a changé depuis quelques semaines, c'est qu'en effet, c'est que les polémiques autour des violences policières étaient des
des polémiques qui n'avaient pas réussi finalement à atteindre, j'allais dire, le cap des médias traditionnels et qui étaient essentiellement commentés sur les réseaux sociaux. Quand on analyse un peu ce qui s'est passé, on voit maintenant depuis 3 semaines, voire un mois, que l'enjeu est devenu un enjeu politique, qu'il est débattu, bien évidemment, qu'il est médiatisé. Un enjeu médiatique aussi. Je vais vous faire intervenir d'ailleurs sur les propos d'Emmanuel Macron, mais allez-y, poursuivez. Oui, c'est un enjeu politique et médiatique qui aujourd'hui vient quelque part en effet percuter un peu la communication gouvernementale sur ce front. Est-ce que l'opinion publique et quand on regarde les sondages qui sont faits notamment sur cette question pour l'instant, l'opinion publique sur la question, et c'est les paradoxes d'ailleurs, hein, c'est que l'opinion publique soutient les gilets jaunes, mais en même temps quand on lui pose la question de l'usage des flashballs, elle semble plutôt, je veux dire, favorable encore à cet usage pour la police. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une opinion publique qui est assez paradoxale de ce point de vue, et le gouvernement manifestement joue sur ces paradoxes pour essayer quelque part, encore une fois, de tenir ses positions. Arnaud de Benedetti, William T, je voudrais qu'on réagisse puisqu'on parle de communication, de guerre de communication. Il y a des phrases aussi que le président a prononcées. Il a beaucoup évoqué aussi le traitement médiatique de cette crise des gilets jaunes. Il s'en est pris à certains médias. Enfin, il a critiqué le travail de certains médias, dont le travail aussi d'une autre, RT France, juste pour avoir votre analyse là-dessus. Lorsqu'il dit qu'un média, une puissance étrangère peut manipuler aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas certaines figures des Gilets jaunes, franchement, qu'est-ce que ça vous inspire ? La séquence de vrais faux off qu'il a pu donner à un certain nombre de vos confrères est assez étonnante et assez révélatrice finalement de cette communication assez schizophrénique de la part de l'Élysée. C'est-à-dire que cette séquence, elle était à la fois, elle voulait marquer une volonté quand même il a parlé de scarification d'ailleurs, une volonté de repentance parfois vis-à-vis de l'opinion publique, et en même temps il a quelque part été très offensif, voire parfois un peu agressif dans sa communication, notamment vis-à-vis des Gilets jaunes et notamment vis-à-vis d'un certain nombre de médias. Et c'est ce qui est assez déroutant finalement depuis quelques semaines, c'est que la communication du président de la République n'arrive pas à se stabiliser. Elle est profondément perturbée par les événements, par l'intensité des événements, et il n'arrive pas finalement à tenir une ligne de communication qui soit une ligne de communication claire et explicite. Il est en même temps repentant, si je puis dire, et en même temps extrêmement offensif, voire parfois maltraitant vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis d'un certain nombre de médias. Et est-ce que cette communication est aujourd'hui pertinente ? C'est une question qu'il faut se poser, parce que finalement cette communication, elle a vraisemblablement depuis plusieurs semaines, voire maintenant depuis quelques mois, mis de l'huile sur le feu dans une situation qui est extrêmement tendue. Avec quand même, il a quand même interpellé aussi quelques figures des Gilets jaunes. Je pense particulièrement à Éric Drouet, un produit médiatique. William T, que vous inspire justement les sorties du président de la République ? Je pense que le président de la République, en fait, il s'appuie sur son socle électoral du premier tour. Il a compris qu'en fait, l'autre France, il n'était pas capable de s'adresser à elle tant qu'il ne changerait pas de ligne politique. Il ne souhaite pas changer de ligne politique parce qu'il pense profondément que cette ligne politique est majoritaire et bonne pour le pays. Donc du coup, il ne s'adresse pas à l'autre France. Et donc, en fait, il n'a aucun intérêt à changer de stratégie. Mais est-ce que ça veut dire aussi, vous parliez de schizophrénie, Arnaud Benedetti, ça veut dire qu'il y a une inquiétude quand même dans le camp aujourd'hui de l'exécutif, dans le camp gouvernemental, face à ce mouvement des Gilets jaunes qui semble dépasser quand même. Il ne peut y avoir qu'une inquiétude. De toute façon, compte tenu de la mobilisation et de la durée de la mobilisation, il ne peut y avoir qu'une inquiétude. Le mouvement est un mouvement qui va marquer la vie politique française de manière durable, parce que c'est un mouvement qui s'est mobilisé hors des cadres traditionnels de mobilisation, et que c'est un mouvement que finalement personne n'arrive à récupérer. Même les forces politiques qui seraient les plus proches de ce mouvement ne peuvent aujourd'hui instrumentaliser, récupérer ce mouvement, parce qu'encore une fois, il échappe à tout cadre de mobilisation traditionnel. Je crois en effet que nous traversons une triple crise, quand même, fondamentalement. On traverse une crise qui est une crise du modèle social. Ça, Emmanuel Macron l'a compris durant sa campagne. On traverse une crise du modèle européen, parce que quelque part aussi, les Gilets jaunes sont l'expression d'une insatisfaction par rapport à des politiques qui sont quand même dictées pour un certain nombre par, finalement, le logiciel de Maastricht pour aller vite. Et on traverse une troisième crise qui est une crise institutionnelle. Parce que qu'est-ce que nous disent les Gilets jaunes ? Ils nous disent finalement qu'ils ne se sentent plus représentés par
un système institutionnel qui les laisse de côté. Est-ce que les réponses du gouvernement et les réponses d'Emmanuel Macron sont à la hauteur, bien évidemment, de la crise dont il est d'ailleurs l'un des héritiers? Il n'en est pas forcément responsable. C'est une crise qui fermente dans la société française depuis des décennies. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, est en responsabilité et qui doit la traiter. Est-ce que les réponses qu'il essaye d'apporter sont des réponses à la mesure de cette crise? Je ne le crois pas. Et c'est bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui avec le débat national. Le débat national ne permet pas, en effet, d'absorber cette crise. Et donc, à un moment donné, se posera la sortie politique de la crise. La question de la sortie politique de la crise se posera immanquablement. Alors, c'est vrai que vous parlez de la difficulté pour les partis politiques de tenter de récupérer justement ce mouvement des Gilets jaunes. William Tay, un mouvement qui se pose, en tout cas pour une partie, qui se politise avec des listes qui s'installent en vue des européennes. Oui, mais c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai non plus, parce que quand on regarde la composition structurelle et sociologique des Gilets jaunes, on voit qu'elle ressemble à ce qui se passe en fait dans toutes les démocraties occidentales. C'est globalement des gens qui ont soutenu Bernie Sanders et Donald Trump aux États-Unis, qui ont soutenu Matteo Salvini en Italie et qui ont voté pour le Brexit au Royaume-Uni, parce que comme vous l'avez souligné, il y a une triple crise. Mais en fait, Emmanuel Macron, en fait, il va au bout de la logique du système, c'est qu'il est sur une ligne européenne et libérale qui ne convient pas à la majorité de la population. Globalement, c'est la diagonale du vide, et c'est tous les perdants de la mondialisation qui se sont mobilisés à travers les Gilets jaunes. Et tant qu'en fait on ne propose pas une ligne alternative, il est incapable de les récupérer. En fait, il peut dire tous les mots qu'il souhaite, changer de discours, être plus sympa ou tout ce que vous souhaitez. Il ne pourra pas les récupérer tant qu'il ne change pas de ligne, mais il ne souhaite pas changer de ligne. Parce qu'il pense que sa ligne est encore capable de passer, il pense que sa ligne est la meilleure, et il s'inspire de ce qu'a fait Gerhard Schröder en 2003. Il pense qu'il faut profondément libéraliser le pays, déréglementer. On voit ici donc, les tensions qui continuent du côté de la place de la République. On va vous libérer, messieurs, mais peut-être pour conclure à votre niveau, comment est-ce que vous voyez évoluer les choses ces prochaines semaines? On a donc ce débat national qui va se poursuivre. On voit que ce mouvement des Gilets jaunes, avec ce nouveau blessé ici, on voit donc noyé dans ce nuage de gaz lacrymogène. Comment vous voyez évoluer les choses ces prochaines semaines? On voit bien que le gouvernement essaie de gagner du temps et en effet d'arriver jusqu'aux élections européennes en espérant que les élections européennes lui permettront de virer en tête et quelque part de retrouver une forme de dynamique et de crédibilité perdue. Est-ce que ce sera suffisant? On peut en douter, parce que ce qui est quand même très frappant dans ce mouvement, c'est sa capacité malgré tout, malgré son inorganisation, à continuer à se mobiliser samedi après samedi, à continuer à se mobiliser pratiquement partout sur l'ensemble du territoire. Et comme il exprime une souffrance sociologique, une fracture sociologique extrêmement profonde, on peut penser que la crise n'est pas encore, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas en voie de résorption. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication Paris-Sorbonne, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Merci pour avoir commenté avec nous une partie donc de cet acte 12 qui se poursuit.